Voilà. Je vais juste le résumer rapidement qu'est-ce que j'ai fait vu que mon enregistrement n'a pas parti. Je m'excuse vraiment beaucoup pour l'enregistrement. Là, je viens de le partir. Habituellement, je pense toujours à le faire. Là, j'ai complètement oublié. Donc, je répète rapidement qu'est-ce que j'ai fait. J'ai V qui est un vecteur de 500 angle de 30. J'ai A qui est un angle de 15. J'ai B qui est un angle de 60. J'ai commencé par tracer mon parallélogramme. Une fois que ça c'est fait, on doit déterminer l'angle 1 et l'angle 2. Pour ce faire, ben, j'ai pris 30 moins 15 parce que j'ai que V est à 30, A est à 15, donc le résultat va être de 15. Pour l'angle 2, j'ai fait 60 moins 30 parce que la direction B est à 60, le vecteur V est à 30, donc on obtient 30 de différence entre les deux. Une fois que vous avez tout ça, là, vous êtes prêt pour déterminer les longueurs des vecteurs. Vous avez déjà les angles des vecteurs. Là, tout ce qu'il faut déterminer, c'est W et U. Donc, il nous reste à déterminer leur longueur. Pour ce faire, eh bien, moi, ce que je fais habituellement, j'appelle la longueur de W, je l'appelle Y. J'appelle ça Y. Et la longueur de U, je l'appelle X. Donc, on peut l'appeler X et Y. J'ai déterminé que j'avais 45 ici. Pourquoi? Parce qu'entre vert et rouge, j'ai 45. Donc, ça veut dire qu'il reste combien ici? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Entre les deux ici? 135 azédine, ben oui, c'est 135 degrés. Et en bonus, on peut même déterminer en haut ici. En haut ici, ça va être un 30 degrés en faisant 180 moins les deux autres. Donc, c'est ça grosso modo. Et maintenant, on peut utiliser la loi des sinus pour déterminer le X et le Y. Je peux commencer par le Y, tiens. Donc, avec la loi des sinus, ben, on sait que 500 sur sinus de 135 degrés va être égal à Y sur sinus de 15 degrés. Tout simplement parce que, si vous regardez sur le dessin, le côté opposé à 135, c'est 500, donc une longueur 500. Donc, on a 500 pour 135, donc 500 pour 135, et on a Y pour 15 degrés, donc Y pour 15 degrés. Ça nous permet de calculer les Y. Je vous épargne les calculs. Là, moi, je suis arrivé à 183. Je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivés à ça, 183,0127019. Est-ce qu'il y en a qui confirment? Confirmez-vous la chose? Probablement que oui, hein? À moins que j'ai fait une erreur de calcul. La loi des signes, c'est pas à l'inverse, monsieur? Ah, on peut la faire dans le sens qu'on veut. On peut la faire sin sur côté ou côté sur sin. Ça revient au même. Ça va fonctionner. C'est la même règle de 3. Donc, ça revient au même. Vous pouvez la faire à l'inverse si vous voulez. Ça fonctionne. Et maintenant, je vais faire pour le X. Donc, le X, ben, ça va être la même chose. 500 sur sin 135 va être égal à X sur sinus de 30 degrés. Donc là, ça nous permet de trouver le X. Le X, moi, je suis arrivé à 353,5533906. Je suis arrivé à ça pour le X. Et le X, ça correspond à quoi? C'est la longueur, donc c'est le module du vecteur U. Du vecteur U. Donc le module de U, c'est X. Et le Y, ben, le Y, c'est égal au module du vecteur W. Donc, maintenant, vous pouvez écrire votre conclusion. Mais j'ai comme perdu mon écran. Pourquoi j'ai perdu mon écran? Est-ce que vous avez perdu mon écran, vous? Ah! Ouais, moi aussi, j'ai perdu mon écran. Pourquoi j'ai perdu mon écran? Attendez 2 secondes. Ah, j'ai des problèmes techniques.
Ah non, j'ai des problèmes techniques, je vais l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est moi. Et ça, c'est mon autre caméra. C'est comme si ma caméra, c'était... Ah! C'est parce qu'elle s'est déconnectée, probablement. Je vais la déconnecter et la reconnecter, voir. Je vais l'avoir, là. Ça sera pas long. Elle est revenue, mais elle n'est vraiment pas belle. OK, je sais comment régler ça, ça sera pas long. C'est la première fois que j'ai un gros problème technique. Ben, gros. C'est pas si gros, là. Je sais comment régler ça. Ça sera pas très, très long. Vidéo setting, advanced, camera control. C'est juste qu'il faut que je change le focus parce que si je mets le focus automatique, ça sera pas beau. OK, puis j'augmente un peu le sharpness. OK. Si je fais ça, là, vous voyez, n'est-ce pas? Oui, ça fait partie du métier d'avionique. Ben oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, là, je suis revenu. Voilà. Problème technique réglé. C'est ça, il faut que je fasse vraiment attention. Je pense que j'ai accroché mon fil de webcam puis je l'ai déconnecté. Donc là, il me restait juste à écrire ma conclusion. Ben, conclusion. Conclusion, 2 points. Le vecteur V, grand V, ben, c'est égal à W plus le vecteur U. Et le vecteur V, en fait, on parle de quel vecteur? On parle du vecteur de 500 angle 30 degrés. Donc, vous aviez ça dans l'énoncé. Là, vous ne le voyez plus, mais c'était un 500 angle de 30 degrés là, au départ. C'était ça qui était indiqué ici. Là. Donc, c'est pour ça que je mets ça dans ma conclusion. C'est un 500 angle de 30 degrés. Ça va être environ égal, hein, parce que là, je vais arrondir, vu que là, j'ai obtenu 183 pour la longueur de W. Donc, je vais mettre 183,01 angle. Ben là, pour W, son angle, c'est ici, ça va être un 60 degrés. Hein. Si j'additionne ces trois-là ensemble, ça me fait 60. Angle 60 degrés, plus le vecteur U. Le vecteur U, lui, c'est un 353,55. Donc, 353,55. Angle. Ben là, lui, le U, si vous regardez, son angle, c'est un 15 degrés. Donc, angle de 15 degrés. J'utilise la notation polaire, hein, bien évidemment. Donc, tout ça est en forme polaire. Donc, c'est ça ma conclusion. Est-ce que ça vous va comme conclusion? Comment vous trouvez ça? C'est de la géométrie. Est-ce que vous trouvez ça dur ou ça va? OK. Ça, c'est la méthode numéro 1, en fait. Ah, Oussem! Oussem est présent. Ben oui. Dur, Oussem. Ah oui, on va en faire d'autres. On va en faire d'autres, on va en faire d'autres. Donc, et là, mon enregistrement est parti. Donc, si vous avez de la difficulté, vous allez pouvoir le réécouter. Donc, hey, j'ai failli oublier mon enregistrement. Si j'avais perdu l'exemple 1, il aurait fallu que je le refasse en vidéo, mais là, je vais être correct. Donc là, vous l'avez au complet. Là, il faut que je vous montre la méthode numéro 2. Et à l'examen, je vais vous demander les deux méthodes. Malheureusement, les gens se fâchent. Ils me disent souvent, ouais, mais pourquoi tu exiges les deux méthodes? Parce que la méthode géométrique, ce n'est pas la méthode qu'on utilise normalement vos profs techniques. Les profs techniques, ils ne vont pas utiliser cette méthode-là, malheureusement, même si pour moi, c'est la plus simple. Parce que je suis en mathématiques. En mathématiques, je trouve que c'est la plus simple. En technique, ils préfèrent la méthode des composantes. En fait, ils vont tout décomposer en X et en Y. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, là, la méthode des composantes. Là. Mais ils vont tout décomposer leur vecteur en somme des X, somme des Y. Puis ils vont résoudre un système d'équations. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette méthode-là, là, somme des X, somme des Y. C'est comme en physique, en fait. J'y comprends. C'est des gens qui ont étudié en génie. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire ça. Là. Ils vont faire un peu plus comme des physiciens. Donc, ça va être la deuxième méthode. C'est à la page suivante, page 169. Donc, c'est ça ici. Ça, c'est page 169. Et on vous la décrit. C'est la méthode algébrique, donc algébriquement. Moi, je ne vais pas lire tout ça avec vous. Là. Vous voyez qu'il y a des équations. Donc,
on va faire une équation en cos, on va faire une équation en sin. Là, je ne l'écris pas, je ne vous dis pas d'où ça vient, là. Après ça, on va les stocker en mémoire. On va se faire un système d'équations qu'on va résoudre. Et j'ai mis les réponses. Là. Ça c'est pas dans vos notes. Hein. C'est vide, hein, ça. Ici, ça devrait être vide. Vous pouvez mettre que ça va donner la même réponse que sous forme. En fait, j'ai juste repris les réponses de tantôt. Là. Donc, et là, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ça ici? Là? Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ça? Peut-être ceux qui ont étudié un peu plus en algèbre, un peu plus avancé. Ça, c'est un Cramer, ça. Juste ici, là. Ça, c'est un Cramer. Méthode de Cramer pour les matrices. Donc, vous l'avez de résumé ici. Vous avez un exemple tout fait. Je ne vais pas faire celui-là avec vous. Je vais en faire un 9, si vous me permettez, parce que j'aime pas ça quand c'est déjà écrit. On dirait qu'on suit plus vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais faire l'exemple 2 avec vous autres. Celui-là, deuxième exemple. Donc, oh, le dessin, je ne sais pas si le dessin, il est pâle, hein, un peu le dessin. Trouvez-vous pâle? L'exemple 2, ça c'est page 170. Page 170. Un peu pâle. Je vais peut-être réécrire par-dessus un peu parce que moins clair. Hein? Je vais peut-être refaire les axes pour vous autres là, pendant que vous regardez. Ils veulent qu'on décompose le vecteur V selon deux directions. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'axe Y. Ça ici, c'est l'axe X. Je vais le refaire pour vous autres. Axe des X. Le vecteur V est juste ici. Bon, vous, chez vous, ça devrait être plus clair, là. Mais ça, c'est mon vecteur V ici. Là, ça commence à être un peu plus clair. Et la direction A, je vais la faire en vert, comme d'habitude. Hein. Direction A, juste ici. Elle est là. Ça, c'est la direction de A. A, juste ici. Et la direction de B est juste ici dans le dessin. Et c'est tout ce qu'on nous fournit, en fait. Et souvent, les gens paniquent quand ils voient ça. Pourquoi ils paniquent? Ben, regardez B. Habituellement, dans tous nos exemples, le vecteur V dans les exemples précédents était entre B et A dans les exemples précédents. Mais là, regardez, le V n'est pas entre le A. Il faut prolonger B. Tout à fait, Bader. Bader qui a la bonne solution. Il faut absolument commencer par prolonger le B. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais amener mon pointillé de l'autre côté ici. Allez prolonger votre B pour commencer. Ce n'est pas un vrai problème, en fait. C'est un faux problème. Donc, il faut juste prolonger le B pour avoir la situation qu'on veut avoir. On peut toujours se ramener à la situation qu'on veut avoir, en fait. C'est-à-dire que le V est entre les deux directions. Donc, c'est ça. De là, le problème du moins 110. Là, le moins 110, il va créer d'autres problèmes, mais pour l'instant, gardons ça comme ça. Pensons pas au moins 110 pour l'instant. Donc, je vais commencer par la méthode géométrique. Je vais faire les deux méthodes avec vous, en fait. Je vais faire la méthode géométrique et la méthode algébrique parce que je vais demander les deux dans votre examen, tout simplement. Donc, je vais commencer par la méthode géométrique. Donc, c'est la première méthode que je vais faire avec vous, là. Donc, dans la méthode géométrique, ben, la première chose à faire, c'est toujours quoi? Je vous donne un indice. C'est de faire le dessin, le parallélogramme. Tout à fait, Ronald et Bader, tout à fait. Donc, je vais prendre ma droite rouge, je vais la transférer ici, parallèle, comme ça. Je vais prendre ma droite verte ici, je vais la transférer parallèle comme ça. Une fois que vous avez transféré vos droites rouges et vos droites vertes parallèles, ben là, vous pouvez mettre que c'est des vecteurs, là, donc mettez des flèches, là, parce que c'est des vecteurs. Donc, on met des flèches. On peut venir tracer celle-ci ici, mettre une flèche, celle-là ici, mettre une flèche. On va les identifier aussi. Ça, on va dire que ça ici, on va l'appeler comme d'habitude le vecteur U. Donc, ça aussi, c'est vecteur U en haut ici. Ça, c'est vecteur W. Ça, c'est vecteur W.
Donc, moi, je les identifie habituellement. Et je vais les appeler, je vais appeler sa longueur, la longueur du U, je vais l'appeler X, et la longueur du W, je vais l'appeler Y. Donc, tout simplement pour faire les choses un peu plus simples. Il faut aussi déterminer les angles. Donc, on va déterminer les angles de chacun. Bien, ça, c'est le même angle que A. Donc, ça va être 30 degrés pour l'angle ici. Donc, parce que c'est le même que A. Pour l'angle ici, eh bien, c'est 50. Il faut arriver à 50. Quand on part de l'axe des X, ben, jusqu'à V, c'est 50. Donc, il me manque 20 degrés. Et maintenant, là, il faut faire attention pour le B parce que le B, ce qu'on nous donne, c'est le moins 110. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Donc, pour le B, c'est moins 110. Donc, ça veut dire que pour arriver à 180, hein, si on fait 180 degrés moins 110 degrés, ça donne 70 degrés. Donc, de l'autre côté, il faut que ce soit 70 pour avoir un 180. Donc, là, j'ai 50. Ça veut dire qu'est-ce qui me manque? Ben, il me manque un 20 degrés ici pour arriver à 70. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, comment je fais pour trouver ces angles-là. Si vous avez les mauvais angles, tout est mal. Ça, c'est dangereux, cette méthode-là, pour ça. C'est juste pour ça que c'est dangereux. Et ici, ben, c'est l'angle entre vert et rouge, donc c'est un 40 degrés. Et ici, ben, ça va être un 140 degrés. Et en bonus, on a le 20 degrés ici. En bonus, 140. Hein, c'est un 4 ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Donc, c'est ça. Puis là, maintenant que ça c'est fait, ben, loi des sines, loi des sinus. Donc, on va avoir que x sur sinus de l'angle opposé qui est 20 degrés va être égal à la longueur de V qui est 100. Hein, parce que, j'ai oublié de l'écrire, là, mais la longueur de V ici, c'est 100. J'ai oublié de l'écrire, là, mais c'était donné dans la question. 100 sur sinus de 140 degrés. Et ben, ça va donner le X. Le X, ça va être 53,20888,862. Puis vous faites la même chose pour les Y. Là. Y sur sinus de 20 degrés. Ça va être égal à 100 sur sinus de 140 degrés. Là, ça donne que les deux ont le même angle. Hein? C'est dû au fait qu'on a 2 fois 20. Donc, c'est un triangle isocèle. Donc, c'est pas toujours comme ça. Hein? Mais dans cette situation-là, c'est le cas. Donc, ça va donner 53 aussi, 20, 8, 8, 8, 8, 6, 2. Ça, pour arriver à ces chiffres-là, c'est correct? Faire une loi des sines. Je n'ai pas détaillé tous les calculs de la loi des sines, là, mais je pense que vous êtes à l'aise avec la loi des sines maintenant. Là. Je pense que vous êtes quand même pas si mal. Puis vous pouvez conclure. Vous êtes déjà rendu à la conclusion. Donc, conclusion. Conclusion. 2 points. Ben, le vecteur V, c'est égal au vecteur W. Vecteur W plus le vecteur U. Bien évidemment, hein, c'est ce qu'on voulait. Le vecteur V, ben, c'est un vecteur de 100, longueur 100, angle 50 degrés. Le vecteur W, c'est à peu près égal. Hein. Là, je vais arrondir encore une fois. C'est pour ça que je mets une petite vague au-dessus de mon égal, là, juste ici, parce que je vais arrondir mon W. C'est 53,21. J'ai arrondi à 2 décimales. Là, dans l'examen, je vais vous donner le nombre de décimales, là, bien évidemment. Angle, ben là, si on regarde l'angle de W, c'est 30 plus 40, ça va être 70 degrés. Plus le U qui est un 53,21 angle, ben lui, dans son cas, c'est 30 degrés. Donc, 30 degrés. Est-ce que c'est la réponse finale, selon vous? Personne ne veut s'essayer dans le chat. Allez-y. Et non, Oussem a raison. Exactement, Oussem. Ce n'est pas la réponse finale. Exactement. Oussem ne s'est pas laissé intimider. Parce que regardez au départ,
L'angle qu'on nous donne, c'est moins 110 degrés. Et ça, c'est très important. Je vais vous le mettre, je vais l'encercler en rouge ici, là. Tiens, je vais l'encercler en rouge. Si on vous donne le B avec moins 110, il faut donner la réponse avec moins 110. Parce que, imaginez que vous êtes en train de faire des calculs avec des phases, des angles de phase. Je sais que vous n'êtes pas rendu là encore, là, mais vous ne pouvez pas décider soudainement de changer la phase du B. Là, vous avez changé la phase. Vous êtes avec une phase de 70 degrés. Ben, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce n'est pas à vous de choisir. Donc, vous devez absolument laisser la réponse en moins 110. Et pour faire ça, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous pouvez réécrire en dessous. Ben, c'est égal. Tout ça, c'est égal à moins 53,21. Je n'ai pas le choix de dire que c'est le vecteur inverse avec un angle de moins 110 degrés plus ben là, mon vecteur vert là, qui est 53,21 angle de 30. Puis, je ne sais pas si vous voyez bien pourquoi je n'ai pas le choix de dire que c'est un vecteur inverse ici. J'ai rajouté le petit moins ici et le moins là. Ben, c'est parce que là, si on prend moins 110, si on prend cet angle-là, ben, un vecteur positif avec l'angle de moins 110, il va s'en aller par là. Si on prend un vecteur positif. Donc, pour changer le sens du vecteur, je vais venir mettre un moins ici. Donc, un moins là. Ah, ben là, vous n'êtes pas encore rendu dans les phases, Jacobo, là, malheureusement. Vous n'êtes pas encore rendu dans les angles de phase, mais vous, en fait, ce qui va arriver, c'est que, ben, comme par exemple, dans l'électricité qu'il y a dans les poteaux électriques, il y a 3 phases avec des angles différents. Ben là, si on vous demande en courant alternatif, en plein ça, Bader, en régime alternatif, vous avez des phases. Ben là, vous ne pouvez pas choisir soudainement de changer la phase. Si on vous donne une phase de moins 110, vous ne pouvez pas donner votre réponse avec 70. C'est comme si vous aviez décidé de changer la phase, mais là, on ne peut pas vraiment faire ça. Donc, c'est ça, tout simplement. On va la remettre à moins 110. Mais là, pour la remettre à moins 110, on ne peut plus dire que c'est le vecteur d'origine. Il faut dire que c'est un vecteur opposé. Parce que là, si on veut aller à moins 110, bien là, on va s'en aller dans cette direction-là. Donc, on va dire qu'il est négatif, donc qu'il s'en va dans le sens opposé, en fait, à cause du moins 110. Et ça va être votre réponse finale. C'est ça ici qui va être la réponse finale avec le moins 110. Donc, il faut faire très attention à ces problèmes-là. Si vous utilisez la méthode géométrique, si vous utilisez la méthode algébrique, ça vous donne la réponse du premier coup. Est-ce que vous me permettez de la faire, la méthode algébrique? Est-ce que vous êtes prêt psychologiquement? Ah, bien. Bien, bien, bien. Je vous fais ça. Je vous fais la méthode algébrique. Je vais juste prendre une règle et je vais me faire une ligne pour... J'ai assez de place dans la même page, je pense, pour faire la méthode algébrique. Ah, pas prêt? Pas prêt, pas prêt, pas prêt? Bader, OK, tu veux regarder ça encore? Tiens, je peux te laisser regarder la méthode géométrique encore un peu, là. La méthode algébrique, vous allez voir que ça se fait, c'est une machine qui marche tout le temps, là. Oui, la page suivante est vide parce que c'était pour vous laisser de la place pour la méthode algébrique, mais moi, je n'ai pas besoin d'autant, là, mais il y en a qui écrivent gros. Donc, pour ceux qui écrivent gros, vous avez une page pleine pour faire la méthode algébrique. Mais moi, je n'écris pas gros, là, ça va rentrer ici, là. Ça va rentrer en dessous, pour moi, là, personnellement. Mais ça dépend des gens, là. Donc, méthode algébrique. La méthode algébrique, ben, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir, elle fonctionne toujours. Vous pouvez l'apprendre par cœur. C'est un peu comme les matrices, la méthode algébrique. Vous pouvez l'apprendre par cœur, puis elle marche tout le temps. Vous n'avez même pas besoin de vous poser de questions ni réfléchir sur le dessin, en fait. Puis souvent, les gens la trouvent plus compliquée au départ. C'est un peu comme Gauss. Les gens trouvent ça plus compliqué au départ, mais à la fin, ils veulent tous avoir la méthode algébrique parce que c'est juste de suivre des étapes qui donnent la réponse. Et c'est fini. Je vais essayer de vous montrer d'où viennent les étapes, là. Donc, de la méthode algébrique.
tout ce qu'on fait pour la méthode algébrique, ben, on réécrit nos vecteurs. Donc, V, le vecteur V, c'est égal sous forme de composante. Hein. On décompose notre vecteur V comme étant 100 fois cos de, c'est quoi son angle? 50 degrés. Et 100 fois sin de 50 degrés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, là. Mais la composante en X, c'est toujours avec cos, et la composante Y, c'est toujours avec sin. Hein. Ça, c'est mon composante en X, composante en Y. Donc, je décompose le V. C'est la méthode de décomposition, autrement dit. C'est ce que les gens en physique font. Même chose avec W, je vais décomposer W. W, ça va être égal à, ben, j'ai appelé sa longueur Y. Donc, ça va être Y fois, donc je vais enlever les X et les Y en haut, là, parce que sinon, on va se mélanger dans nos X et dans nos Y. Là. Attends, je vais les effacer. Donc, c'est Y fois son angle. Son angle, c'est pour le W, c'est cos de moins 110 degrés directement. Et ça va être Y fois sin de moins 110 degrés. Et lui, on peut le mettre en moins 110 directement. Donc, c'est ça qui est pratique avec la méthode algébrique, c'est que vous pouvez travailler avec l'angle d'origine et ça va vous donner la bonne réponse directement. Il n'y a même pas de réflexion à faire au niveau de remettre l'angle à moins 110 à la fin. Vous pouvez travailler directement avec moins 110, c'est ça qui est bien. Et finalement, le U, vous pouvez l'écrire comme étant X fois cos de 30 degrés, parce que c'est l'angle du U, et X fois sin de 30 degrés, comme ça. Et là, une fois que vous avez tous les cos et tous les sin, c'est pour les composantes en Y, les cos, c'est pour les composantes en X, vous pouvez vous écrire deux équations à deux inconnus. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais en faire une pour la composante X et je vais en faire une pour la composante Y. Donc, celle pour la composante X, ben, la réponse, c'est ça ici. Puis, on veut additionner ces deux-là ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire Y fois, non, X. Excusez, je vais commencer par X. Mais ça n'aurait rien changé, là, mais j'aime mieux commencer par X. X fois cos de 30 degrés. X fois sin de 30 degrés. C'est parce que je ne veux pas utiliser le crayon vert plusieurs fois. Plus Y fois cos de moins 110. Plus Y fois sin de moins 110. On veut que ces deux-là ensemble, ça fasse la composante en X de V. Donc, on veut que les deux cos ensemble nous donnent le cos de V. Donc, 100 cos de 50 degrés. Et lui, ça va être 100 sin de 50 degrés. Donc, on veut quand on additionne cos plus cos, ça fait cos. Sin plus sin, ça fait sin. C'est ce qu'on veut. Et moi, pour simplifier les choses, lui, ici, je vais l'appeler grand A. Lui, ici, je vais l'appeler grand B. Lui, ici, je vais l'appeler grand E. Lui, ici, je vais l'appeler grand C. Lui, ici, je vais l'appeler grand D. Et lui, ici, je vais l'appeler grand F. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est remplir votre calculatrice. Tout simplement, c'est ce qu'on fait. Donc, je peux vous montrer comment je fais. Là. Je m'assure d'être en degrés. Oui, je suis en degrés. Hein? OK, là, je suis en degrés. Ce que je vais faire, ben, je vais tout simplement faire cos 30. Cos 30 égale, ça me donne ça, STO stocké en A. Après ça, je vais faire cos de moins 110 égale stocké en B. Après ça, je vais faire sin 30 égale stocké en C. Après ça, je vais faire sin moins 110 égale stocké en D. Ça me permet de ne pas avoir à traîner plein de décimales pour tous mes calculs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. 100 cos 50 égale, ça me donne ça, stocké en E. Et finalement, 100 sin
50 égale stocké en F. Parce que sinon, ça me fait beaucoup, beaucoup de décimales à traîner dans mes calculs, puis j'aime pas ça. Ça me permet de réécrire un système d'équation beaucoup plus simple. Une fois que vous avez tout stocké, ben là, maintenant, vous pouvez réécrire votre équation. Là, la nouvelle équation, c'est ça. Ben, le système d'équation, en fait, c'est un système d'équation. Le système d'équation, il y a de l'air de quoi? Ben, ça va être AX, parce que là, maintenant, c'est X fois A, donc c'est AX, plus BY, parce que c'est B fois Y, égale à E. Et en dessous, c'est CX plus DY, DY égale à F. Et là, vous avez votre système d'équation à résoudre. AX plus BY égale E, puis CX plus DY égale F. Moi, ce que je fais pour le résoudre personnellement, c'est que je vais utiliser la méthode de réduction, c'est-à-dire multiplier une ligne par une constante, multiplier une autre ligne par une constante, puis après ça, soustraire. Je vais faire un peu un Gauss, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Ce que je vais faire, je vais vous le marquer ici. Ben, ça, c'est la ligne 1, puis ça, c'est la ligne 2, en fait. Là. Je vais les écrire, ligne 1, ligne 2. Ben, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre une vague, comme un Gauss. Je vais faire ligne 1 devient ligne 1 fois C, et ligne 2 devient ligne 2 fois A. Je ne sais pas si vous avez remarqué pourquoi je fais ça. Ouais, vous auriez pu aussi remplacer une dans l'autre, mais là, ça va être compliqué. Moi, je préfère faire ligne 1 fois C, puis ligne 2 fois A. Voyez-vous pourquoi je fais ça? Ligne 1 fois C et ligne 2 fois A. Je ne sais pas s'il y en a qui le voient. Non, hein? Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui le voit? Éliminer les X en plein ça, Badaire. Parce que là, maintenant, votre système va devenir ça. Ça va devenir un système comme ça. Ça va faire CAX plus CBY égale CE. Tous les coefficients en haut ont un C maintenant. J'ai pris la ligne 1, CA, CB, CE. Et en bas, ben, c'est la même chose. Ça va faire ACX plus CDY égale CF. Mais Mohamed aussi l'avait vu, c'est bien ça. Et là, maintenant, je vais pouvoir soustraire mes deux lignes. Donc là, je vais mettre ma réponse ici de la soustraction. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire mes deux lignes. Je vais prendre lui d'en haut moins lui d'en bas. Mais là, si je fais CAX moins ACX, C'est ben A là, en bas, monsieur. c'est en bas. Ah oui, c'est A. Excusez. J'ai mis un C, c'est un A. Ben oui. Merci, Bader, pour ne pas me tromper. Voilà. C'est AF. Ben oui. Donc là, je vais faire lui CA moins AC. Ben là, ça fait 0. Ça disparaît. Après ça, je vais faire CB moins AD. Donc, ça va faire plus CB moins AD. Mais là, tout ça va être entre parenthèses Y. Donc, ça va faire CB moins AD. Mais tout ça est en fonction d'Y. C'est pour ça que j'ai mis mon Y. Ça va être égal à CE moins AF. Comme ça ici. Là, je vais effacer la page 170. Là. Vous n'avez pas besoin de savoir que c'est là. Hein? La page 170, vous ne la voyez plus. J'efface mes preuves. Et là, pour trouver la valeur de Y, ben, tout ce qui reste à faire, c'est Y égale tout ça ici, CE moins AF sur CB moins AD. Et vous avez tout ça de stocké en mémoire. Donc, je peux vous montrer comment je fais ça sur ma calculatrice. Ben, je fais juste des alpha. Alpha C, alpha E moins alpha A, alpha F. Faites juste attention, si vous faites CE moins AF, il faut les mettre entre parenthèses. J'ai oublié ma parenthèse. Je vais mettre ma parenthèse. Il faut les mettre entre parenthèses. CE moins AF divisé par parenthèse CB moins AD directement avec la calculatrice et ça vous donne
la réponse de tout à l'heure, moins 53,21 environ. Donc, ça vous donne moins 53,28,8,8,8,6,2. Donc, ça, ce qui est bien, c'est que ça vous le donne directement en négatif. Donc, vous n'avez même pas besoin de réfléchir que le vecteur est dans l'autre sens. Dans le sens contraire, la calculatrice vous le donne directement. Donc, il n'y a même pas de réflexion à faire dans ce temps-là. Puis ça, je vais le stocker STOY. Je vais le stocker STOY. Je le stocke en Y. Le Y est en. Il faut faire STO 2 fois là, pour stocker en Y. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai fait STO, là, parce que le Y est directement sur le STO, le bouton STO. Là. Je vais le stocker parce que je vais réutiliser cette valeur-là pour trouver le X. Donc, le X, ben, pour le trouver, vous pouvez utiliser l'équation, la ligne 1, admettons. Là. Vous pouvez réutiliser ligne 1. Donc, je vais écrire là de ligne 1. Vous pouvez déterminer le X parce qu'à partir de la ligne 1, vous avez que AX plus BY égale E. Donc, vous allez avoir que AX est égal à E moins BY. Donc, X est égal à E moins BY divisé par A. À partir de la ligne 1, puis je peux vous montrer sur la calculatrice comment ça se fait. Là. Vous avez juste à faire parenthèse E moins BY, parenthèse divisé par alpha A égale le 53 point machin chose. Là. X égale 53,28, 3 petits points. Donc, vous avez déterminé le X et le Y. Vous avez les deux valeurs de X et de Y à partir de la méthode algébrique. Je ne sais pas comment vous la trouvez, la méthode algébrique. L'avez-vous trouvée choquante? Habituellement, les gens la trouvent choquante la première fois qu'ils la voient. Parfois, les gens la préfèrent, de beaucoup. Certaines personnes adorent la méthode algébrique parce que c'est la méthode qu'ils ont appris à l'école. Beaucoup d'écoles favorisent la décomposition en composantes cos, composantes sin. Beaucoup d'écoles de pensée font ça. Là. Mais ça dépend vraiment des écoles de pensée. Là. Moi, personnellement, j'aime mieux géométrique, mais il faut que je vous enseigne les deux parce que je sais que vous avez des enseignants qui vont faire ça. Là. Donc, c'est ça. J'arrive à la même réponse. Là, je n'écris pas la conclusion parce que c'est la même conclusion. Là. Même conclusion. Donc, je ne la réécris pas, là, mais c'est la conclusion ici qu'on avait. Là. Ici, là. Moins 53,21 angle moins 110, 53,21 angle de 30. Donc, c'est la même conclusion. Ah, choqué, Bader! Ben voyons donc. Il faut s'habituer à la méthode. Ah, Oussem est choqué. Oussem est choqué. Ouais, Oussem est souvent choqué. Mais là, Oussem, c'est pas bon pour ton cœur. C'est pas bon, là. Ça peut générer des problèmes cardiaques, toute cette colère en soi, là. Aïe, aïe, aïe. Pauvre Oussem qui est choqué, malheureusement, à la maison. Mais on peut pas te déchoquer. Malheureusement, Oussem, tu es en confinement. Tu es tout seul avec ta frustration. Donc, c'est ça. Quelle heure est-il? Ah, il est juste 5h10. Bon, ben, vu qu'il est 5h10, ben là, c'est ça. Là, je serais supposé faire 3 heures ce soir, mais moi, j'aime le format qu'on a, c'est-à-dire 2 heures. Je ne sais pas si vous me permettez de faire, de ne pas prendre de pause puis d'arrêter à 6 comme d'habitude. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que j'aime ce format-là. Bon, vous êtes d'accord, OK. Donc là, c'est ça, ben, c'est fait. On peut passer à la page 172. Il me reste juste ce sujet-là, qui est la projection orthogonale. En fait, là, page 172. Là, comme j'ai dit à Bader tantôt, hein, on saute la 171. Là. Ça, c'est page 172. Parce que 171, c'était au cas où vous n'auriez pas assez d'espace pour faire tout ça, là, faire tous ces calculs-là, là, avec les codes de couleur et tout. Là. Donc, c'est possible.
Là, la projection orthogonale d'un vecteur sur un autre, souvent, c'est très, très raté, ça, dans nos examens. J'ai de la difficulté à comprendre parce que moi, personnellement, je trouve ça très, très simple comme méthode. C'est une méthode, il faut juste suivre une méthode, c'est tout. Mais les gens ratent beaucoup cette chose-là. La projection orthogonale, c'est quoi l'utilité, premièrement? Là, je vous ai parlé de l'utilité de celle-là. L'utilité de celle-là, c'est de pouvoir décomposer. Mettons, vous avez une phase. Ben là, je parle pour avionique. Là, je ne parle pas pour les problèmes de physique, purement physique mécanique. En avionique, ça vous permet de décomposer une phase en deux phases qui vont s'additionner pour générer celle que vous voulez. Donc, ça, c'est très, très utilisé hein, en avionique pour tous les systèmes qui sont à courant alternatif. Ça vous permet de générer la phase que vous voulez de 100 ampères. Mettons, c'est 100 ampères avec un angle de phase de 50 degrés. Vous pouvez le générer avec deux phases. Donc, une phase de 53,21 angle de phase 70 et une autre de 53,21 angle de phase de 30. Donc, ça, c'est très, très puissant, surtout quand on parle de moteurs à triphasés, mettons, à plusieurs phases. Là. Surtout quand on parle de ces moteurs-là à plusieurs phases. Là. Je ne sais pas s'il y en a dans les. Oui, il y en a dans les appareils. Il y en a dans les appareils maintenant. Les drones. Les drones sont en triphasé maintenant. Je ne sais pas si vous saviez, là. Mais les moteurs des drones, c'est du triphasé. Probablement, je l'avais déjà dit. Là. Donc, c'est l'avenir. Hein. Peut-être que vous allez être amené à travailler. Ah, vous ne savez pas c'est quoi encore une fois. Vous allez découvrir un jour. Mais là, vous faites quoi en électricité, coudonc? Vous n'avez pas encore vu les phases? Vous êtes encore au courant continu? Ah, vous êtes encore au courant continu. À un moment donné, vous allez vous rendre là. À un moment donné, vous allez vous rendre là. Donc, ben, c'est bien que vous soyez encore dans le courant continu parce qu'il faut voir les vecteurs avant de voir les différentes phases du courant. Avant de voir le courant alternatif, il faut voir les vecteurs. Là, parce que vous allez vous servir des vecteurs ensuite. Parce que là, vous n'êtes pas pour apprendre les maths derrière en même temps que d'apprendre le concept. Hein, c'est ça. C'est le déphasage, en fait, entre deux sources de courant. Ce qui arrive, c'est que les courants vont être sinusoïdaux. Donc, ça va être des circuits sinusoïdaux. Ça va être des tensions sinusoïdales. Mais je peux vous le dessiner, là. Je peux vous le dessiner vite fait, vous faire un petit dessin pour les phases, là, vu que j'ai le temps. Il est juste 5h10. Je peux vous le faire rapidement, là. C'est tout simplement que vous avez un axe du temps ici, là. Vous allez avoir un axe de temps. Et vous allez avoir des courants qui vont être alternatifs, tout simplement, qui vont suivre des formes sinusoïdales comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer avec vos courants sinusoïdaux? Bien là, vous voyez que lui a un angle de phase de 0. Donc, celui que je viens de tracer là, c'est un angle de phase, angle de 0 degré. Pourquoi est-ce qu'il y a 0 degré? C'est parce que c'est une forme d'onde, c'est un sinus normal, en fait. Il n'y a pas eu de déphasage. Un déphasage, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mettons, si j'avais décidé de le faire commencer là, à la place, si je le fais commencer ici, puis que maintenant, je trace tout simplement mon circuit, je trace exactement la même chose, mais déplacé, j'ai déplacé le point noir là, je suis venu le déplacer là pour me faire un autre sinusoïdal. Donc, à quoi ça va ressembler? Bien, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. Je ne suis pas très bon en dessin, là. Il y a comme un trou dans ma table, là. Bon, ici, ça n'a pas bien été, là. Ici, ça n'a pas bien été, c'est parce qu'il y a comme un trou dans ma table. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez le concept, là, ici, ça va être comme ça. Puis là, ça va revenir comme ça ici. Donc, j'ai tout simplement déphasé. Puis de combien j'ai déphasé? Bien, j'ai déphasé de pi. Parce qu'ici, c'est une distance de pi entre ces deux points-là. Bon, moi, je le sais parce que je connais des choses dans le. Je connais certaines choses en trigonométrie, notamment, là, ou 180 degrés. Donc, le circuit, ben, la phase qui est en rouge, elle a un angle de phase de 180 degrés. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis les cycles vont être de 2pi, exactement, Oussem. Donc,
Bon, ça va dépendre comment votre phase va être déterminée à l'avance. Comme par exemple, pour le triphasé, ben, le triphasé, d'un mois, on prend 360 degrés puis on divise ça par 3, fait que ça nous fait des 120 degrés. D'un mois, c'est ça, hein, pour le triphasé, c'est 360 divisé par 3, donc c'est des phases de 120, me semble. Fernando, c'est ça. Hein? C'est des phases de 120 degrés, tout simplement. Là. Donc, on les fait, on en a une qui commence à 0, il y en a une qui commence à 120 degrés, un petit peu plus loin. Donc, ça va être à peu près ici, là, 120 degrés. Il va en avoir une autre qui va être à 240. Donc, on les fait commencer un peu plus loin avec une certaine angle de phase, en retard en temps, exactement, Mohamed. Donc, ils ne seront pas, dans le temps, ils ne vont pas être au même endroit au départ, tout simplement. Là. Mais vous allez voir ça éventuellement. Là. Ça va probablement être mieux expliqué que moi, là, parce que moi, je ne suis pas prof d'électricité. Là. Donc, malgré qu'il y en a qui trouvent que j'explique mieux. Moi, j'explique mieux le côté mathématique de la chose, mais le côté électron qui se promène dans un fil, j'ai zéro connaissance là-dedans. Là. Les formules, je les connais bien, là, mais pas les électrons et ces choses-là. Là. Ça, vous demanderez à vos profs d'électricité qu'est-ce qui se passe au niveau physique. Donc, ben là, on vous parle de la projection orthogonale. La projection orthogonale, à quoi ça sert? Ça sert à faire des calculs de travail, par exemple. Donc, calculer le nombre de joules. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça par le passé, là, trouver le nombre de joules, des joules. Est-ce que vous connaissez les joules? Ou non? Bader, oui. Good. Christian aussi. Donc, ça sert, la projection orthogonale, notamment, c'est une des applications, là, aller chercher le travail effectué par une force. En plein ça, Mohamed. Le travail, vous, dans votre cas, ça va être le travail effectué par un moteur, admettons un moteur électrique. Vous allez faire ça probablement dans vos cours. Avez-vous commencé à faire ça, calculer le travail d'un moteur électrique? Non? Non, pas encore, OK. Ben, vous allez faire ça à un moment donné. Donc, là, vous voyez que moi, je vous parle de plein de choses que vous n'avez jamais vues encore, là, mais vous allez faire à un moment donné. Donc, ça vous permet d'aller chercher le travail d'un moteur, admettons, électrique. Donc, il faut faire une projection orthogonale. Pourquoi une projection orthogonale? Ben, c'est dû au fait que la force U, ici, vous voyez la force U comme étant une force qui tire. Là, vous pouvez vous dessiner un petit bloc. Je vais me dessiner un petit bloc ici. Là. Vous avez un objet ici là, qui est tiré. Donc, un petit bloc, là, ça, c'est un objet. Donc, vous avez un objet ici qui va être tiré avec une force U et qui va générer un déplacement V. Ben, vous remarquez que la personne, il y a une composante, elle ne tire pas de façon efficace. Le voyez-vous qu'elle ne tire pas de façon efficace, la personne, en tirant comme ça sur un petit bloc? Ce n'est pas efficace. Pour tirer correctement, pour générer un déplacement V, il faudrait qu'elle tire exactement dans la même direction que V. Là. Il faudrait qu'on vienne tirer comme ça, là, directement comme V. Bien, pour pallier à ça, pour pouvoir faire nos calculs de travail, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est on étend le vecteur V comme ça, avec trois petits points, et on vient descendre à 90 la composante. Donc là, on décompose U en composante Y et en composante X, en fait. C'est ce qu'on est en train de faire. On décompose notre U en Y et en X. Et là, pour avoir un déplacement en X, bien, on se rend compte que la composante Y n'est pas vraiment utile à ça. Elle ne sert à rien, en fait, la composante Y, parce qu'on ne veut pas que le bloc monte vers le haut. On veut juste qu'il se déplace en X. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va simplement considérer la composante qui est ici. On va considérer comme si c'était un vecteur uniquement en X. Donc, on va simplement considérer sa composante en X. Donc, c'est pour ça, de là le dessin ici en dessous. Là. Je viens de refaire le dessin d'en dessous. Et le vecteur projection, comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit projection de U sur V. Donc, c'est comme ça ici. Je peux vous le réécrire là, parce qu'on le voit quand même assez mal. C'est projection de U sur V. Donc, c'est un gros U avec un petit V. Donc, ça, U sur V, ben, le nouveau vecteur qu'on obtient, c'est projection de U sur V. Donc, c'est ça ici. Puis, ils ont fait aussi l'inverse. Donc, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait projection de V sur U. Mais là, si vous projetez V sur U, il faut descendre V à 90 sur U. Comme ça, ici, l'angle de 90, maintenant,
il va être sur le vecteur U. Et on va l'écrire comme ça, c'est projection de V sur U. Donc, c'est le vecteur qui est ici, là. C'est ce vecteur-là de AB qui est juste ici. Donc, c'est ça, je ne m'étale pas plus que ça dans ces dessins-là. Vous pourrez les regarder, c'est plus des références pour vous. Est-ce que vous me permettez de faire des exemples à la place pour vous montrer vraiment qu'est-ce que vous allez avoir à faire en examen? Est-ce que vous préférez ça? Oui, hein, je pense. Donc, je vais vous montrer la page suivante. C'est ça que vous allez avoir plus en examen, là. C'est la page 173. Donc, je vais l'écrire ici, page 173. Je l'écris dans le haut en petit parce que j'ai besoin d'écrire dans le haut, là. Je vais écrire beaucoup dans cet exemple-là. Donc, là, je vais vous le mettre en étapes parce que moi, je préfère vous toujours bien vous détailler là, les étapes pour ne pas se perdre. Donc, je vais commencer par vous écrire les étapes du dessin, là. Étapes du dessin. Donc, les étapes du dessin. Étape numéro 1. Quand vous voulez dessiner votre projection orthogonale, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je commence toujours par faire, c'est de prolonger le vecteur sur lequel on doit projeter. Donc, prolonger le vecteur sur lequel on doit projeter. Toujours votre première étape parce que parfois, il ne sera pas assez long, votre vecteur. Donc, prolongez-le avec un pointillé. Commencez toujours par faire ça. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, on prend la fin. Prendre la fin du deuxième vecteur et l'abaisser à 90 sur la direction de l'autre vecteur. Donc, ça fait beaucoup de mots, là, mais on prend la fin du deuxième vecteur et on l'abaisse à 90 degrés sur la direction de l'autre vecteur. C'est ma deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de dire c'est quoi le vecteur projection. Le vecteur projection, 2 points. Ben, d'où il part? Il part de l'origine à l'angle de 90 degrés. Donc, c'est toujours un vecteur qui débute à l'origine et qui se rend jusqu'à l'angle de 90 degrés. Bon, ça, c'est les étapes pour le dessin. Je ne sais pas si c'est trop compliqué. Est-ce que vous trouvez ça compliqué ou choquant? Ou voulez-vous que je le fasse devant vos yeux ébahis? Là, vous allez le voir. Peut-être un peu mieux si je le fais devant vos yeux ébahis. Donc, je peux bien commencer par faire ça. Donc, bon. Calculer la longueur de la projection de U sur V. Donc là, on projette sur V. Donc, quel vecteur doit-on prolonger? Lequel on prolonge? V ou U? V. En plein ça, Fernando, Oussem, Christian, Bader, excellent. Donc, commencez tout de suite par prolonger votre V. Là. Vous voyez ici, là, on va y faire un pointillé. Donc, c'est lui qu'on prolonge en pointillé des deux sens. Faites les deux sens juste pour être sûr. Faites-vous un pointillé. C'est toujours celui sur lequel on projette qu'on prolonge. Première étape de fait. Vous pouvez le mettre en rouge aussi. Oui, André. Oui, c'est correct. Si vous voulez le faire en rouge, c'est correct. Bon, je l'ai fait en noir, là, c'est correct. Là, maintenant, on prend la fin du deuxième vecteur, donc le vecteur qu'on ne s'est pas servi encore, là, le U. On prend la fin, donc la fin du vecteur est ici. Ça, c'est la fin de U. Ça, c'est la fin de ce vecteur-là. Et on l'abaisse à 90 degrés sur la direction de l'autre vecteur. Donc, on la prend la fin et on l'abaisse à 90 degrés
Là, j'essaie de me faire un bel angle de 90. Voilà. Je l'abaisse à 90 degrés sur la direction. Et vous voyez que si je n'avais pas étendu, je n'aurais pas été capable de bien descendre à 90 si je n'avais pas mis mon pointillé. Donc, ça vaut vraiment la peine de toujours le dessiner. Et là, ça me génère un point ici. Et là, c'est ce point-là qui va être la fin du vecteur. Bien sûr, je vais marquer que c'est fin de U. Ici, ça va être la fin de la projection. Fin de la projection. Juste ici. Ça, c'est la fin de la projection. Et le début de la projection, c'est toujours l'origine. Donc, l'origine est là, là. Donc là, le vecteur projection, on peut se le dessiner, le vecteur projection, parce qu'il débute à l'origine. Hein, le vecteur projection, c'est de l'origine à l'angle de 90. Donc, la fin de la projection, ça va être à l'angle de 90 et l'origine est là. Donc là, maintenant, on peut dessiner notre vecteur de projection orthogonale qui va être comme ça ici, qui va jusqu'à l'angle de 90. Donc, le vecteur projection est par-dessus V, hein, et lui, il se termine ici. Donc, j'y ai mis une flèche et il va par-dessus le vecteur V. Et lui, on l'appelle projection de U sur V. Donc, c'est grand U sur petit v. Comme ça, sa notation, c'est grand U sur petit v, le vecteur projection en rouge. Je ne sais pas comment vous trouvez le dessin. Est-ce que ça va pour le dessin ou vous êtes choqué présentement? Oussem? Oussem est choqué? Tout de suite. Correct? OK, OK, OK. Puis là, maintenant, il faut faire les calculs parce qu'on veut le déterminer, ce vecteur-là, donc longueur et angle. Puis bon, maintenant, pour les calculs, je vais vous faire les étapes. Là. Je vais vous marquer étape de calcul ici. Oui, on met une flèche aussi sur le petit v, Oussem. Oui, tout à fait, sur les deux. Grand U sur petit v. Donc, les deux ont des flèches par-dessus. Donc, c'est des flèches aussi. Donc, étape de calcul. Dans les étapes de calcul, première étape, trouver θ1 et θ2. Puis là, je ne les ai pas mis encore sur le dessin, θ1 et θ2, mais vous allez vite vous en rendre compte qu'ils sont là. θ1 et θ2. Mes deux angles. Ici, c'est la première étape, c'est de trouver les deux angles. Parce que moi, je veux déterminer la longueur de la projection. Donc, je vais avoir besoin des angles pour pouvoir résoudre un triangle rectangle. Et pour trouver θ1, ben, on peut utiliser tangente. Tangente de θ1, ça va être égal à 5 sur 2. Êtes-vous d'accord? Voyez-vous d'où vient le 5 demi? Ou suis-je le seul à voir le 5 demi? Peut-être que je suis tout seul. Ah, vous voyez d'où il vient. D'où vient le 5 demi? Ben, c'est parce que, regardez, le vecteur U. Regardez le vecteur U, lui-même est dans un triangle rectangle. Comme ça. Lui-même est dans un triangle rectangle, hauteur 5 sur l'axe des Y et longueur 2 sur l'axe des X. Donc, vous pouvez utiliser avec les coordonnées exactement 5 demi. Et ça, ça vous permet de trouver θ1. θ1, moi, j'ai obtenu 68. 68,19 8, 3 petits points, degrés. Degrés que je vais stocker STO en A. Donc, stockez-le en A là, pour pouvoir faire vos calculs. Donc, ça vient des coordonnées de U, tout simplement. Et vous pouvez faire la même chose avec le V. Le V, vous allez faire tangente. Tangente de θ1 plus θ2. Donc, la tangente des deux ensemble. Si on additionne les deux ensemble, ça fait le vecteur V. Hein? θ1 plus θ2, ça fait le vecteur V. Donc, tangente de θ1 plus θ2, ça va être égal à la composante en Y, exactement comme j'ai fait ici, composante en Y sur composante en X, donc 2 sur moins 1. Ça vous permet de trouver que
θ1 plus θ2 est égal à... Si vous essayez ça sur votre calculatrice, ça va faire quelque chose de bizarre. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous faites 2 divisé par moins 1, puis vous faites un deuxième fonction tan, ça vous fait moins 63,43. Est-ce que c'est bon? Il faut faire quoi? Plus 180 en plein ça, Bader, plus 180 degrés. Pourquoi? Ben, en fait, c'est l'angle ici qu'on nous a donné. Ils nous ont sorti cet angle-là à la place. Moins 63,43 degrés. Là. Ils nous ont sorti l'angle ici. C'est normal parce que rappelez-vous que tangente retourne uniquement des angles entre moins 90 et 90. Donc, il faut faire plus 180 pour avoir θ2 plus θ1. Donc, ça va nous donner, moi, ça m'a donné plus 180, 116,56. Donc, 116,56, 3 petits points. Est-ce que je l'ai stocké? Oui, je l'ai stocké. STOB, je l'ai stocké en B pour avoir un peu plus de mémoire. Là. STOB. Et une fois que vous avez les deux, ben là, vous pouvez trouver θ2. Hein? θ2 va juste être égal à 116,56, 3 petits points, degrés, moins 68,198, 3 petits points, degrés. Et moi, j'ai obtenu 48, égale 48,36, 3 petits points, 36, 3 petits points degrés que j'ai stocké STOC. J'ai stocké en C également pour pouvoir le garder en mémoire. C'est beaucoup mieux. Donc là, maintenant, on a θ1 et θ2. On est prêt. Parce que vu qu'on a l'angle ici, on a cet angle-là, tout ce qui nous reste à trouver, c'est la longueur de l'hypoténuse. Regardez, si on a la longueur de l'hypoténuse ici, bien là, on a un angle, un côté, on peut utiliser SOHCAHTOA dans le triangle. Donc, deuxième étape, trouver la longueur de l'hypoténuse. Ben là, ça se fait bien, trouver la longueur de l'hypoténuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais l'hypoténuse, elle est aussi dans un autre triangle rectangle de côté 5 et de côté 2. Donc, on a juste à faire un Pythagore ici pour trouver la longueur de l'hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse, en fait, c'est la longueur du vecteur U aussi. On peut l'appeler comme ça. C'est la longueur du vecteur U. Donc, je la mets entre double barre verticale là, pour dire module de U. C'est égal à la racine carrée de 2 au carré plus 5 au carré, qui va faire racine carrée, ça fait 25 plus 4, ça fait racine de 29. Et je le garde en racine de 29. Ça simplifie beaucoup les calculs. Et maintenant, en rouge, il nous reste juste la troisième étape. Troisième étape, trouver la longueur de la projection. J'espère que vous écrivez petit comme moi, hein, parce que sinon, vous allez manquer de place. Mais ça, c'est pas très long, en fait, de trouver la longueur de la projection. Ah, vous écrivez pas petit, Bader? Ah, ben, vous pouvez écrire sur des feuilles brouillon aussi, puis les brocher après. C'est pas trop grave. Ben là, maintenant, on a l'hypoténuse, on a l'angle. Je sais pas si vous avez remarqué, là. L'hypoténuse ici, oups, j'ai perdu ma feuille. Ici, c'est racine carrée de 29, sa longueur. Donc, on a racine de 29 de longueur d'hypoténuse. Donc, on a cette longueur-là ici, d'hypoténuse. On a l'angle θ2. Vous allez utiliser quelle fonction? Cos, en plein ça. Vous allez utiliser cos, qui est adjacent sur hypoténuse. Donc, pour trouver la longueur de la projection, on va utiliser cos de θ2. Ben, c'est égal à adjacent, qui est la longueur qu'on cherche. Moi, je vais l'appeler x, la longueur qu'on cherche, là, qui est la longueur de là à là. Je vais l'appeler x. X sur hypoténuse, racine de 29. Et ça vous permet de trouver
le X, moi, j'ai trouvé 3,57, 3 petits points. Bon, je n'ai pas gardé toutes les décimales. C'est 5,77. Et ça, c'est égal à la longueur de la projection de U sur V. Donc, entre double barre verticale, double barre verticale. Et vous pouvez écrire votre conclusion. Là, j'ai quasiment plus de place. Hein. Je n'ai plus vraiment de place. Vous autres non plus, vous ne devriez plus avoir de place. Hein. Je vais écrire ma conclusion sur une autre page à côté, vu que j'ai plus de place, malheureusement, pour la conclusion. Je vais l'écrire ici. Là. Conclusion. Ben, juste en dessous ici. Conclusion. Deux points. Ben, mon vecteur projection de U sur V est environ égal. Ben là, je vais arrondir le X, là, qui est sa longueur. Je vais arrondir à 3,58, là, parce qu'après, c'était un autre 7. Après ce 7-là, là, je vais l'arrondir à 3,58. Angle 116,57 degrés. D'où vient le 116,57? Ben, c'est le θ1 plus θ2. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est de là que ça vient, mon angle de 116,57. Parce que si vous regardez bien le dessin, vous voyez que la projection, son angle, ça va être θ1 plus θ2. Là. Comment vous avez trouvé finalement? Trouvez-vous ça choquant? Ou ça va? Pour le... Tiens, je peux vous remontrer globalement de quoi ça a l'air. Là. Voilà. Ça ressemble à ça. Faire une projection orthogonale au long. Donc, il faut faire attention, trouver les bons angles, se faire un bon dessin. Si vous n'avez pas le bon dessin, ça ira pas vite, ça ira pas bien. Oui, oui, avec produit scalaire aussi, ça se fait bien. Aussi, c'est vrai qu'on peut utiliser le produit scalaire pour faire ça. Donc, oui, ça complémente beaucoup la matière d'avant. Donc là, on se resserre de ce qu'on a vu avant. Moi, mon but, c'est de faire beaucoup de géométrie avec vous, en fait, pour que ce soit des outils qui vont vous accompagner après ça dans les vecteurs. Parce que tout ce qu'on s'est servi avant s'applique dans les vecteurs et c'est ça qui est vraiment bien. C'est ça qui est vraiment intéressant quand même là, à ce niveau-là. Bon, il m'en reste juste un. Je ne sais pas si vous tenez le coup. Là. Il me reste juste celui-là. Puis lui, il va aller vite parce que j'ai déjà les angles, en fait. C'est exactement le même problème. Donc, j'ai exactement le même θ2 ici et j'ai exactement le même θ1. Donc, l'étape 1 qui était de trouver θ1 et θ2, ben, c'est déjà fait. Donc, c'est les mêmes θ1 et θ2. Donc, ça, c'est déjà fait. Oh, j'ai oublié de faire mon dessin, par contre. Oh, là, je veux faire la projection de V sur U. Là, il faut que j'étende le vecteur V. Le vecteur U, je veux dire, là, c'est lui. C'est sur lui qu'on projette. Là. Donc, je vais faire des pointillés. Je vais faire des pointillés. Mais on va vite se rendre compte que ce ne sera pas nécessaire parce qu'il est déjà assez long, ce vecteur-là. Donc, vous pouvez déjà abaisser le V sur le U à 90 degrés. C'est ce que je vais faire ici. Ah, j'ai perdu! Hein? J'ai encore perdu. Vous ne voyez plus, hein? Oui. Hein? Je vais débrancher et rebrancher. Ma caméra se fatigue. Ma caméra se fatigue. Attendez 2 secondes. Maintenant? Ah, ouais, ouais, ouais. Sauf que là, elle a perdu son zoom. OK, je vais arrêter. Je vais lui remettre son zoom. Ben oui, ça surchauffe, ça surchauffe. Ça ne sera pas long. Je vais juste y désactiver son zoom automatique. Parce que ça, c'est tannant parce que automatiquement, elle met son zoom et c'est vraiment pas beau. Il faut que je le désactive manuellement, mais c'est pas très long. Là. Je sais comment faire. Voilà. Ah, j'ai perdu le chat. Il faut que je me remette le chat. Je me remets le chat pour voir si les gens me parlent. Bon, on est revenu. Hey, j'étais sur le point en plus. Vous voyez comment ma règle, regardez comment elle était prête. Cette règle. Et voilà le 90. Donc, voilà mon 90. Ça, c'est le point de 90. Ça, c'est l'origine. Donc là, je peux tracer mon vecteur projection de l'origine jusqu'au 90. Je le fais bien épais.
Donc, il est ici mon vecteur de projection. C'est le vecteur de projection de V. Ce coup-ci, c'est V qui est grand et U qui est petit. Donc, le voici. Je vais appeler sa longueur X encore une fois pour aller le chercher. Bien, là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver la longueur de l'hypoténuse. Donc, deuxième étape, trouver la longueur de l'hyp. Ben là, la longueur de l'hypoténuse, c'est la longueur de V, en fait. Donc, j'ai juste à faire... j'ai tout. C'est le même dessin qu'au 1, Oussem. C'est le même dessin. Fait que j'ai déjà les deux angles, θ1 et θ2. Vu que c'est le même dessin, là. J'ai comme triché. J'ai triché, j'ai pris les mêmes. Donc, ben là, on va trouver la longueur de l'hypoténuse. C'est la longueur de V. Donc, longueur de V, c'est égal à racine carrée. Première composante, c'est moins 1 au carré plus 2 au carré. Donc, ça va nous faire racine carrée de 5. Ça fait 4 et ça fait 1. Donc, racine de 5. Donc, ici, j'ai une racine de 5 comme longueur. J'ai déjà le θ2. Vous utilisez quelle fonction trigonométrique pour trouver le x? Cos, encore une fois, Bader et Christian, ben oui. De la projection. Donc, on peut trouver la longueur de la projection maintenant en utilisant le cos de θ2. Le cos de θ2, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, c'est x sur racine de 5. Ça nous permet de trouver le x. Moi, j'ai trouvé 1,4855, 3 petits points. Et ben là, vous pouvez conclure. Il faut juste faire attention. Lui, maintenant, son angle, ça va être θ1 dans votre conclusion. Donc, il me reste juste à écrire la conclusion. Je vais l'écrire juste en dessous. Conclusion. Ben, projection de V sur U, ça va être environ égal à une longueur 1,49 parce que j'ai 1,4855, donc 1,49 angle 68,20 degrés. Pourquoi 68? Je vais effacer la page, là, on s'en fiche un peu de la page, tiens. Tiens, les pages. Je fais disparaître les pages. Conclusion, la voici. Donc, 68,20. Pourquoi 68,20? Parce que c'est le θ1. Hein. Je vous rappelle qu'il est ici, 68,2, 3 petits points degrés. C'est l'angle du θ1 ici. Là. Ça, c'est le θ1 qui est de 68,20. Donc, je ne sais pas comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous trouvez ça... C'est une des pires notions de cette section-là. C'est pas mal dans le pire qu'on va faire là, dans cette section-ci. Des décompositions selon deux directions, des projections orthogonales. Pas mal dans le pire, là. La seule chose qui est un petit peu plus complexe dans cette section-là, c'est la notion de produit vectoriel. Parce qu'on va faire produit vectoriel et de moment d'une force. Donc, on va faire le moment aussi d'une force. Et ça, c'est un peu plus... parce que ça fait référence au torque. Je ne sais pas si vous avez commencé à faire ça dans vos cours, le torque, le moment d'une force, non? Vous n'avez pas fait ça. Vous ne faites pas grand-chose à date, hein, quand même. Non, c'est pas pour vous. C'est parce que moi, en première session, je prépare le terrain pour toutes les autres qui vont venir après. Là. Le torque, exactement. Pas le twerk, le torque. Le torque. Exactement, le torque. Le torque. Donc, on va faire ça ensemble. On va calculer le moment d'une force. En fait, c'est un moment là, en français. Donc, rien n'est intéressant encore. Mohamed, mon cours, le cours de maths est intéressant quand même. Des livres par pouce. Ouais, ça, c'est en système international. Donc, pas système international, système, voyons, impérial. Nous, on va le faire en système international. On va peut-être faire un système impérial. Des livres, ouais, on va peut-être faire un système international, système
impérial. Je ne sais pas encore lequel des deux on va faire, si on va faire les deux ou pas, là, parce qu'il faut que je coupe un peu dans la matière. On m'a dit de couper un petit peu. Fait que je vais couper un petit peu, mais pas beaucoup dans votre cas. Parce que quand même, tout est utile dans ce cours-là. Donc c'est ça, grosso modo. J'ai terminé mon contenu. Donc, voilà, j'ai terminé mon contenu. On peut regarder le calendrier. Oui, Canada utilise le système impérial et international. Ça dépend des appareils sur lesquels vous allez travailler. Si vous travaillez sur des Airbus, ben là, vous êtes en système international. Si vous travaillez sur des Boeing, vous êtes en système impérial. Si vous travaillez sur des... Ça dépend sur quel appareil vous allez travailler, là. Il y a même des appareils qui sont en système impérial anglais. Donc, en système anglais, qui n'est pas le même. Donc, il faut faire attention des fois sur les conversions d'unités. Donc, ben c'est ça. Là, présentement, vous êtes capable de faire 6.4 au complet. Donc, Airbus Impérial aussi? OK. OK, je n'étais pas au courant. À Fado. Ben là, Mitsubishi, eux, ils doivent être en système international. Parce que là, ils se lancent dans l'aéronautique, eux aussi. Je ne sais pas. Ah, ben merci beaucoup pour les louanges, Mohamed et Oussem, très, très gentil. Donc, ben là, c'est ça, vous êtes capable de faire 6.2 au complet, 6.4 au complet. Là, jeudi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une séance d'exercice. Si vous voulez m'envoyer des numéros que vous avez de la difficulté, vous pouvez, bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Si je n'ai pas beaucoup de suggestions, je vais faire les plus durs, que je sais de mémoire lesquels sont les plus durs, puis qui font pas mal une révision de tous les concepts de la section. Là, parce que moi c'est sûr qu'en classe, je n'ai pas le temps de tout voir les cas possibles. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne des exercices, c'est pour que vous puissiez approfondir les concepts puis voir tous les cas possibles. Moi, ben là, je n'ai pas le temps en classe de toutes les voir. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça nous a débloqué, la crise de la COVID nous a débloqué du temps pour faire beaucoup de séances d'exercice. Fait que je pense qu'on va avoir le temps de tout voir en exercice cette année. Là. C'est vraiment une année où j'ai vraiment beaucoup de temps. Là. Je ne suis pas habitué de faire ça, là, mais là, cette année, on a vraiment énormément de temps parce que moi, je ne suis pas en retard. Là. Les autres sont en retard, mais oui, c'est bien ça, Bader. Fait que là, je vais avoir le temps de faire beaucoup d'exercices. S'il y en a que vous voulez me suggérer, suggérez-les moi. J'aime beaucoup ça, là, les faire. Ceux que vous bloquez, parce que des fois, je ne vois pas tout. Là. Je ne vois pas tout ce que vous bloquez. Donc, c'est ça que je vais faire. Et bien évidemment, ça va être enregistré. Donc, vous allez pouvoir réécouter. Et ça va vous servir aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fait qu'on soit enregistré, ça va vous aider beaucoup dans vos devoirs, là, vos examens en devoirs. Là. C'est sûrement que vous êtes déjà en train de le faire. Vous réécoutez des cours, vous réécoutez des capsules. Fait que ça va vous aider, là, le fait qu'on soit enregistré pour vous permettre, ben, ça fait plaisir, Ronald, de réécouter pour voir un exemple semblable. Puis là, après ça, vous pouvez. Ben, c'est mon but, en fait. Mon but, c'est que je vous donne un devoir. Vous avez quelque chose de semblable en vidéo, ben là, vous allez voir la vidéo pour vous rappeler comment ça marchait. Puis là, après ça, vous êtes capable de faire le devoir, puis tout fonctionne après ça. Donc, c'est ça, grosso modo. Qui se passe? Aviez-vous d'autres questions? Parce que est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire? Oui, j'ai fait ça. C'est fait. J'ai fait ça aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires. Vous pouvez toujours m'envoyer par Mio. Hein? Utilisez Mio, sinon, hein, si jamais vous êtes... pas moi, Mio, le correcteur automatique. Vous pouvez utiliser Mio pour m'envoyer vos questions, donc il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de questions, ben, je vous souhaite une belle soirée. Reposez-vous bien. Travaillez bien dans vos problèmes. Envoyez-moi vos questions si vous êtes bloqué. Passez une belle soirée. Ben oui, puis on se dit à jeudi, même heure, même poste. Je vais vous envoyer l'invitation par Mio comme d'habitude. Donc, oui, à jeudi. Reposez-vous bien. Faites de beaux rêves. Travaillez bien dans vos exercices. Mangez bien. Faites de l'exercice aussi. Hein? Faites du sport un peu, là, parce que là, vous êtes en confinement. Donc, c'est toujours bien de faire un peu de sport. Toujours bien de prendre l'air un peu, là, même si on dit de ne pas sortir. Donc, faites-le.
Hein? Moi, j'en profite. Souvent, je sors, prendre une marche. Ça fait toujours du bien. Et faire des mathématiques, ça fait toujours du bien aussi. Donc, bon, je vais stopper l'enregistrement. Où est-ce qu'on stoppe l'enregistrement? Stop recording.